baiki boko partout dans le monde entier à travers chaîne YouTube le message qu'on a besoin butu pe moi totombeli bino mokolo elamu lelo penza tozali awa na kati ya IGF esika wapi Gilles Alingete wazali bongo moto ako coordonné inspection générale ya finance ya mboka na biso Congo ayambaki ba journaliste ba professionnel à média kosona na bango après koyamba ba comédien ba musicien lelo penezali 5e journée ya échange na ba pandisango kotalisa bango lolenge kani oye azali ko travailler parce que mingi baza ko accuser IGF azali ko kanga bato azali ko accuser bato pona ba détournement kasi lelo ba pandisango ba ko kuta na IGF ba ko sola na pona ko expliquer bango lolenge kani azali ko tambusa mosala na ye ko expliquer bango qu'est-ce que l'IGF est tongama mokolo boni ye azo pouvoir mokolo boni parce que natango à époque ya Kabila Kabange toyebaki importance ya IGF te lelo oyo na époque ya Félix Antoine Tshisekedi toyebi rôle ya IGF totikimi no bolanda lolenge ni échange ezaki entre bapandi sango pe Gilles Alingete puis tozongi bongo na sima. C'est une conséquence des détournements des deniers publics et de la corruption. Vous ne pouvez pas combattre le chômage si vous ne comprenez pas réellement qu'est-ce qui se passe. Le Congo n'a pas manqué de compétences. Beaucoup de professeurs d'université ont dirigé ces pays, ils ont tous échoué. Les économistes, les juristes, les compétents, mais ils ont échoué parce qu'il y a une dimension que nous estimons importante dans la gestion publique qu'on devait capitaliser, c'est la lutte contre la corruption, l'impunité dans la gestion publique qu'on n'a pas capitalisé. Et c'est ce qui a fait échec à notre point de vue. Je voudrais enfin terminer en disant que la corruption et le détournement des deniers publics entraînent une perte de crédibilité internationale pour le pays. Dès lors que vous êtes côté un pays corrompu, un pays de détourneurs, un pays de prédateurs, vous n'avez aucune crédibilité sur le plan international. Les autres nations vous accordent une importance, une place de valeur lorsque vous vous investissez efficacement dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Sous d'autres cieux, ce sont des infractions qui sont sévèrement punies. Vous serez en Corée du Nord, vous n'avez pas d'autre sort que d'être livré à la mort. Vous serez en Chine, c'est la même chose. Et vous serez aux États-Unis, des salaires, c'est là que nous on apprécie l'attitude des Américains. Que vous ayez investi votre argent de la fraude, de la drogue, créer des usines, dès lors que l'origine c'est la corruption, la fraude, les détournements, vous êtes arrêté, vous êtes mis en prison pour 150, 200 ans de prison. Parce qu'ils ont compris les méfaits, les conséquences que créent ces phénomènes dans l'avenir de toute une nation. Ainsi terminé rapidement les conséquences des détournements des deniers publics, je voudrais brosser les stratégies mises en place par l'Inspection générale des finances pour lutter contre les antivaleurs dans la gestion publique. Je vous ai dit que ce travail ici, que fait l'Inspection générale des finances, nous ne sommes qu'un service d'exécution. La décision politique de lutter contre l'impunité est une décision du chef de l'État. Et le chef de l'État nous a confié cette mission. Et quand le chef de l'État nous avait confié cette mission avec mon adjoint, nous avions présenté notre plan pour aller dans ce combat. Dans ce plan, c'est là que je trouve les stratégies que je vais rapidement décliner ici. Nous avions dit que premièrement, il fallait mobiliser les ressources humaines et financières importantes. À notre arrivée à l'Inspection générale des finances, nous avons trouvé, nous avions été nommés le 30 juin 2020, nous avions pris fonction le 7 juillet 2020. Nous avions trouvé l'Inspection générale des finances avec des frais de fonctionnement de 60 000 $ le mois, avec un effectif de 50 inspecteurs généraux. Aucun inspecteur de finances, tous étaient des généraux. Notre plan était de rajeunir les corps d'inspecteurs de finances. Voilà pourquoi
Aujourd'hui, nous avons un effectif de 225 inspecteurs de finances. Donc, nous avons multiplié les effectifs de l'inspection générale des finances pour entrer dans cette lutte. Nous avions, dans cet ordre d'idées, mobilisé ces ressources humaines. Nous avions fait comprendre aux inspecteurs de finances, parce que nous avions très bien compris les problèmes de l'inspection générale des finances. Nous avions fait comprendre aux inspecteurs de finances la nécessité de s'engager dans la lutte. Donc, nous avions fait un travail de sensibilisation interne. Je vous jure, si nous n'avions pas fait ce travail en interne, on ne pouvait pas avoir des résultats à l'extérieur. Nous ne sommes pas des saints, nous vivons dans cet environnement des Congolais. Donc, il fallait tout d'abord mobiliser les troupes à l'intérieur, démontrer les méfaits et, comme vous devez le savoir, il lui faut un minimum de confort pour assurer la vertu. Ça, c'est moi. Donc, il fallait travailler sur les conditions de travail, des conditions financières des inspecteurs de finances pour les motiver à aller dans cette lutte. C'est ce qui justifie, au mois de septembre 2020, nous avions procédé à des réformes. À des réformes sur le mode de gestion de ces services. Le mode de gestion que le Cordo vous a bossé. Nous avions quitté les mécanismes de frais de fonctionnement pour accéder au mécanisme d'une rétrocession axée sur les niveaux de recettes réalisés par les pays et l'inspection générale des finances étant reconnue comme service d'appui à la mobilisation des recettes. Donc, on quittera les frais de fonctionnement de 60 000 $ avec 50 inspecteurs généraux pour faire le travail sur l'ensemble du territoire, pour avoir 225 inspecteurs des finances et le gouvernement nous reconnaîtra le fonctionnement en termes de rétrocession qui est lié au niveau des recettes réalisées. Deuxième réforme que nous avions entrepris pour aller dans cette lutte, c'est la réforme des structures de l'inspection générale des finances. Quand nous sommes arrivés, la Cour des comptes a 3 compartiments en son sein. Nous avons les auditeurs, nous avons un parquet près de la Cour des comptes et nous avons la Cour elle-même. Les auditeurs sont des personnes qui descendent sur le terrain pour vérifier les comptes et faire rapport. Le rapport des auditeurs est exploité par les parquets près de la Cour des comptes pour déceler les actes de mégestion et des infractions. Et c'est les parquets près de la Cour des comptes qui défèrent les coupables de mégestion devant la Cour elle-même, la Cour des comptes. Le parquet ne peut déférer devant la Cour des comptes que, selon nos lois, les mandataires publics et les comptables. Les ministres, les gouverneurs et les ministres provinciaux ne sont pas justiciables devant la Cour des comptes. Donc, si la Cour des comptes devra mettre en justice devant sa juridiction les gestionnaires, il ne peut s'agir que des comptables publics ou des mandataires publics, à l'exception des ministres nationaux, des ministres provinciaux et des gouverneurs de province. Je voudrais enfin situer les contrôles de l'inspection générale des finances comme 3e niveau de contrôle. Alors, les lois de la République disent ceci: les contrôles de l'Assemblée tiennent tout autre en état. C'est-à-dire, quand l'Assemblée intervient, tout le monde disparaît. Les contrôles de la Cour des comptes tient les contrôles, tout autre contrôle en état, à l'exception du contrôle de l'Assemblée, qui est au-dessus de la Cour des comptes. Ça signifie que quand la Cour des comptes intervient, si l'Assemblée est là, la Cour des comptes lève l'encre. Quand la Cour des comptes intervient, l'inspection générale des finances est là, le contrôle de l'inspection sur le volet a posteriori. Parce que la Cour des comptes ne fait pas un contrôle concomitant. Sur le volet a posteriori, la Cour des comptes tient le contrôle de l'inspection générale des finances qui est a posteriori à l'État. Et le contrôle de l'inspection générale des finances comme 3e levier de contrôle est supérieur à tous les autres contrôles qui puissent exister au niveau de l'exécutif. Je voudrais également préciser qui contrôle l'inspection générale des finances, qui contrôle la Cour des comptes. Vous devez savoir que nous, en tant qu'Inspection générale des finances, nous subissons des formes de contrôle. Les premiers contrôles portent sur les fonds mis à notre disposition pour fonctionner.
Le deuxième contrôle porte sur la régularité technique des actes de contrôle que nous faisons. En ce qui concerne les fonds mis à la disposition de l'inspection générale des finances, j'aimerais que vous sachiez que tous les services de l'État qui bénéficient des fonds publics, ces fonds publics passent par des personnes que nous appelons les comptables publics. On ne peut pas mettre les fonds publics à la disposition d'un gestionnaire. On les met à la disposition du comptable public. Le Sénat a un comptable, l'Assemblée nationale a un comptable, la présidence a un comptable, tous les ministères ont un comptable, l'inspection générale des finances a un comptable, la Cour des comptes a un comptable, le parquet général a un comptable. Tous ces comptables reçoivent des fonds qui doivent être utilisés par les ministères, les institutions, les services que nous sommes. Ces comptables-là sont soumis à 4 types de contrôles en ce qui concerne l'utilisation des fonds. Il y a premièrement le contrôle de la comptabilité publique, qui est une direction du ministère des Finances qui contrôle tous les comptables sur les fonds mis à leur disposition, comment les gestionnaires l'ont utilisé. Deuxièmement, il y a le contrôle de la reddition des comptes, qui est encore une direction du ministère des Finances qui contrôle les comptables chaque année, parfois chaque 6 mois, l'utilisation des fonds mis à leur disposition que les services ont utilisés. Nous avons encore le contrôle de la direction de l'audit du ministère des Finances qui contrôle tous les comptables sur les fonds mis à leur disposition. Quatrième niveau de contrôle, c'est l'inspection générale des finances qui contrôle tous les comptables. Et 5e niveau, c'est la Cour des comptes. Donc, nous, en tant qu'Inspection générale des finances, sur les fonds, nous subissons les contrôles de la comptabilité publique, les contrôles de la reddition des comptes, les contrôles de la direction de l'audit du ministère des Finances et nous subissons les contrôles de la Cour des comptes. Autant que nous pouvons aller contrôler les comptables qui y a à la Cour des comptes parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas s'autocontrôler. En ce qui concerne le volet travail technique, comme notre mission de contrôle, il n'y a aucun organe qui les contrôle, nous subissons les contrôles hiérarchiques, c'est-à-dire c'est la hiérarchie qui est placée au-dessus de nous, qui fait le contrôle de la qualité technique du travail fait par l'inspection générale des finances. Et sur ce point de vue, je veux que vous sachiez que l'inspection générale des finances relève de l'autorité directe du chef de l'État. Et pourquoi? Cela ne fait pas de l'inspection générale des finances un service de la présidence. L'inspection générale des finances est un service public. Nous sommes des fonctionnaires. Mon adjoint et moi, nous sommes entrés à l'inspection générale des finances le 30 septembre 1989. Aujourd'hui, 34 ans. Et nous ne sommes pas sortis. Nous sommes restés 34 ans et nous avions gravi les échelons. Nous sommes arrivés ici comme des stagiaires. Et nous avions été confirmés. Nous avions gravi les 6 échelons de l'inspection générale des finances pour arriver jusqu'au bout. Nous avions traversé des régimes, nous avons traversé beaucoup de choses pour être là aujourd'hui. Nous sommes des fonctionnaires disposant d'un numéro matricule à la fonction publique. Sauf que quand vous devenez chef de service et chef de service adjoint, vous avez les rangs qui vous est donné, les rangs de ministre et vice-ministre. On vous fait quitter de la liste des payes des fonctionnaires pour vous mettre sur la liste de paye des membres du gouvernement. Mais nous avons des numéros matricules. Demain, si ces fonctions cessent, nous restons dans ce corps comme inspecteur général, fonctionnaire au grade de secrétaire général. Les inspecteurs de finances ont 3 grades. Nous avons des inspecteurs de finances chefs de division, des inspecteurs de finances directeurs, là ils sont inspecteurs principaux, et des inspecteurs de finances secrétaire général, c'est dont on appelle inspecteur général. Et j'aimerais donner cette précision parce que la plupart des personnes qui conduisent les missions de l'inspection générale des finances sont des secrétaires généraux, inspecteur général, secrétaire général nommé par ordonnance. Nous n'avons aucun inspecteur général qui est commissionné. Tous ont été nommés par ordonnance présidentielle. Et dans ce service, nous avons plus de 80 secrétaires généraux nommés par ordonnance présidentielle qui exercent les fonctions d'inspecteur général. Et dans la hiérarchie administrative reconnue par nos statuts,
Un secrétaire général, il est au-dessus d'un directeur général. Parfois, nous avons les confusions quand on voit des directeurs généraux. C'est quoi se mettre au-dessus d'un inspecteur général? Un inspecteur général, il est avant tout secrétaire général. Et un secrétaire général, il est au-dessus d'un directeur général. L'administration, dans l'administration, nous avons secrétaire général, directeur général, et vous commencez à descendre. Je voulais donner ces précisions-là pour que nous puissions comprendre comment nous fonctionnons. Je voudrais également relever une chose avant que je puisse intervenir en ce qui concerne les résultats auxquels nous sommes arrivés. Nous avions voulu porter le contrôle des finances publiques, non pas vers les comptables, qui ne sont que des agents qui subissent. Nous avions voulu porter les contrôles plus haut. Les contrôles devaient être portés vers les gestionnaires, les vrais gestionnaires publics, c'est-à-dire les membres du gouvernement, les mandataires publics ainsi que les gouverneurs. C'est au fait ce que nous avions voulu aujourd'hui porter comme un niveau de contrôle. Je voudrais également, en termes de résultats résumés, que pour nous, c'est pour la première fois dans l'histoire de l'inspection générale des finances qu'en une année, nous ayons mis fin à la prédation dans près de 20 entreprises publiques et nous avions mis hors d'état de nuire plus de 30 mandataires, certains se retrouvant en prison et d'autres en chômage. Je ne me réjouis pas, mais je suis en train de m'expliquer. De l'histoire de notre service, on ne mettait en cause que des comptables ou des directeurs financiers. C'est plus la première fois qu'on a mis les curseurs plus haut et nous avions commencé petit à petit à avoir des résultats. Et c'est pour la première fois que nous avions déclenché les leviers de traduire les auteurs des actes de détournement devant la justice. Ça aussi, je vais expliquer cela. Pourquoi? Parce que l'inspection générale des finances relève de l'autorité directe du chef de l'État, mais les inspecteurs des finances, revêtus de la qualité d'OPJ, dépendent également du procureur général. Donc, lorsqu'ils exercent leur mission et qu'ils découvrent des actes de détournement qui sont des actes répréhensibles par rapport au code pénal, les inspecteurs des finances sont obligés de saisir le procureur général pour déclencher l'action publique. Et nous avions activé cette réalité-là. Donc nous avons cette double dépendance où nous relevons de l'autorité directe du chef de l'État sur le plan administratif et nous relevons du procureur général pour activer les poursuites en cas de découverte des actes de détournement. Pourquoi nous relevons de l'autorité directe du chef de l'État? Nous relevons de l'autorité directe du chef de l'État parce que de l'histoire de l'inspection générale des finances, l'inefficacité de ces services était également due à sa dépendance. Vous ne pouvez pas lutter contre la corruption et les détournements lorsque vous êtes un service, vous dépendez d'un membre du gouvernement. Faux, c'était illusoire. Voilà pour nous l'une des raisons. Ce n'est pas nous qui avions décidé que l'inspection quitte la dépendance au niveau du gouvernement pour être au niveau du président de la République, mais c'est une décision qui remonte de 2009. L'inspection générale des finances relève de l'autorité du président de la République depuis 2009. Ce n'est pas aujourd'hui. Et les gens qui ont travaillé pour ça ont estimé que ce serait beaucoup plus efficace de se mettre au-dessus des personnes qui sont impliquées dans la gestion pour qu'on se situe un peu plus haut, afin d'avoir vraiment une autonomie dans l'exercice de la fonction de contrôle. Je voudrais également dire que nous avions beaucoup contribué pour mettre fin à la cacophonie constatée dans la gestion des finances publiques. Il y a eu beaucoup de choses que nous avions constatées et nous avions décidé de nous impliquer au péril de notre vie et parfois des menaces. Nous nous sommes impliqués. Il y a eu beaucoup de phénomènes que nous avions constatés. On vous a parlé des exonérations, des compensations, mais je voudrais ici relever un problème sérieux qui caractérise notre finance publique.
les paiements en procédure d'urgence, qui sont des paiements qui ne suivent pas la procédure légale et qui quittent directement les ministères des Finances vers la Banque centrale. Déjà en 2020, nous avons relevé que les dysfonctionnements que nous avons été créés par ces paiements, et nous nous sommes impliqués pour que le gouvernement puisse y mettre fin et définir clairement ce qu'on doit comprendre par dépenses en procédure d'urgence. Je voudrais également rappeler ici que nous avions travaillé en 2020 auprès de tous les opérateurs miniers pour nous assurer du rapatriement des devises d'exportation. On était dans une situation où c'était la foire. Tout le monde exportait les minéraux sans rapatrier les devises. Or, ce sont les rapatriements des devises qui contribuent efficacement à l'amélioration des réserves d'échange. Les réserves d'échange étant les moyens en paiement en devises étrangères dont dispose la Banque centrale pour faire face aux demandes des importateurs, les devises à mettre à la disposition des importateurs. Donc, nous avions influé efficacement sur le rapatriement des devises. Nous avions organisé une mission fin 2020 qui a commencé à donner les résultats et beaucoup d'opérateurs miniers ont intériorisé désormais les contrôles des rapatriements des devises et les devises ont commencé à rentrer dans le pays. Nous avions procédé au contrôle de la Banque centrale, le contrôle qui a découvert les cartes Visa connectées directement au compte général du Trésor dont disposaient certains membres du gouvernement à leur guise. Et c'est grâce à l'inspection générale des finances que ces cartes Visa ont été désactivées. Quand nous sommes arrivés en 2020, nous avions trouvé le niveau maximal des recettes de l'État à 300 millions de dollars. Et les mois les plus spectaculaires étaient les mois où on réalisait 350 millions de dollars. Aujourd'hui, vous avez suivi le gouvernement. À partir du mois d'avril 2021, les finances publiques congolaises ont pris de l'ascenseur. Et nous sommes arrivés à un niveau minimal de 450 millions de dollars par mois. Soit les recettes supplémentaires chaque mois de 150 millions et ce n'est encore rien. Nous devons davantage travailler parce que le Congo a beaucoup de potentialités fiscales et économiques que nous devons capitaliser. Voilà un peu quelques précisions que je voulais donner avant que moi j'entre dans mon exposé. Le président de la République se trompe. Voilà pourquoi ils ont beaucoup de problèmes. Nous ne sommes que les bras d'exécution de la vision de la lutte contre l'impunité qui vient de se déclencher dans notre pays. Je voudrais donner quelques précisions en commençant rapidement par donner les domaines d'intervention de l'inspection générale des finances, tel que ça a été dit, pour que vous puissiez bien les retenir. Nous intervenons dans le contrôle du trésor public. Le trésor public, avec le compte général du trésor situé à la Banque centrale, qui prend les recettes et les dépenses de l'État. Nous intervenons pour contrôler la régularité de toutes les opérations qui sont passées dans ces comptes. Nous intervenons pour contrôler la régularité des opérations de gestion dans les entreprises du portefeuille de l'État et dans les établissements publics, ainsi que tous les autres services publics. Nous intervenons. Nous sommes là également pour intervenir au niveau des provinces et entités territoriales décentralisées pour nous assurer de la régularité des opérations financières qui se passent à ce niveau-là. Nous intervenons également pour examiner tous les marchés publics passés en RD Congo pour détecter les faits de corruption, les faits de détournement des deniers publics qui sont cachés au travers de tous les contrats de passation des marchés publics. Nous intervenons également pour contrôler le fonctionnement de la Banque centrale du Congo. Nous intervenons également pour contrôler les biens publics, les maisons de l'État, les véhicules de l'État, leur acquisition et leur utilisation. C'est pour autant dire que le domaine de l'intervention de l'inspection générale des finances commence par
finances et biens publics du pouvoir central, les finances et biens publics des provinces et ETD et autres entités où il y a des intérêts financiers de l'État. Je voudrais également préciser ici les formes de contrôle qui existent en finances publiques. Nous avons 3 formes de contrôle que nous exerçons en finances publiques. Il y a les contrôles a posteriori, il y a les contrôles concomitants et il y a les contrôles a priori. Les contrôles a posteriori, c'est un contrôle qui se fait exercice terminé. C'est-à-dire, comme on est en 2022, un contrôle a posteriori, c'est le contrôle de la gestion 2021, 2020, 2019, 2018. Ça suppose que le gestionnaire ait présenté les comptes dans un rapport. Il présente les comptes et on fait le contrôle de ces rapports. Ça, c'est un contrôle a posteriori qui suppose qu'on laisse le gestionnaire poser les actes de gestion, qu'il présente les comptes et que vous revenez une année après pour voir la régularité des opérations qu'il avait passées. Il y a les contrôles concomitants, qui est un contrôle qui doit se faire au même moment que les actes de gestion sont en train d'être posés. Ça suppose que c'est un contrôle en cours d'exercice. Comme nous sommes en 2022, le contrôle concomitant se fait sur les opérations de gestion que les gestionnaires sont en train de poser actuellement. Et nous avons le contrôle a priori, qui est un contrôle qui doit se faire avant que les gestionnaires puissent poser un acte. Avant que les gestionnaires puissent poser un acte, on peut placer un verrou de contrôle. Les choix entre les 3 types de contrôle dépendent du degré des antivaleurs constatés dans la gestion publique. Dans des environnements où les gens sont civilisés, ils ont intériorisé l'existence de contrôle, on laisse les contrôles a posteriori. On laisse les gens travailler, présenter les comptes et vous revenez une année après, 2 ans pour regarder comment ces opérations se sont passées. Et cela suppose que lorsque vous découvrez des faits de mégestion ou des faits de détournement, que vous ayez une justice forte. Parce qu'on suppose que les gens qui ont géré il y a une année ou 2 ans peuvent ne plus être là. Et lorsque vous découvrez les faits, vous devez avoir des mécanismes juridiques efficaces pour les récupérer afin qu'ils puissent répondre des faits constatés. Dans un environnement où les antivaleurs deviennent de plus en plus élevés, partout au monde, on abandonne les contrôles a posteriori, on passe au contrôle concomitant, qui est ton pied, mon pied. C'est-à-dire, le gestionnaire est contrôlé au même moment qu'il est en train de poser les actes de gestion. Et plus grave, lorsqu'on a atteint des dimensions surélevées, on peut instituer un verrou de contrôle avant les actes de gestion. Comme en Belgique aujourd'hui, les inspecteurs de finances sont dans tous les ministères et ils donnent leur point de vue avant qu'un acte de gestion puisse être posé. Ils sont au niveau des contrôles a priori, avant l'acte de gestion. Et nous, au Congo, nous sommes encore au contrôle concomitant. Et c'est ce contrôle aujourd'hui qui pose un problème parce que nous n'étions pas habitués. On était habitué à un contrôle a posteriori où vous venez pour 1 mois, 2 mois, vous contrôlez quelqu'un, vous allez et vous faites rapport, et généralement les rapports qui étaient dessinés dans les tiroirs des autorités. Nous avions changé de méthode et je vais revenir là-dessus. Et les contrôles concomitants ont l'avantage d'être permanents et ça peut prendre 2 ans. Lorsqu'on vous prend dans un contrôle concomitant, on peut y rester jusqu'à ce que vous intériorisez la bonne gouvernance. Lorsque vous juste Matondi mingi baimboka bonakso de partout à travers ma chaîne YouTube besoin mais ça toujours qu'on a biso butu pe moi to ko singamlo toujours bon s'abonner massivement bon aimer bon partager ma vidéo monsieur Rosamala mo mingi tozaki vraiment na kati ya inspection générale à finance et si ka pe kumba makai pa ya Gilles Alingete oye bokolo moi lelo a solo la kina ba pandisango ba professionnel à média a meke ko expliquer bango lo lenge nini inspection générale de finance et kumba maka biso to bane ko kaka
ka Jules Lingete na mosika Jules Lingete akokanga bikanga kanga akofunda bifunda funda lelo to comprendre longonya na Jules Lingete parce que on dit maki ko échanger na bapandi sango vraiment to repesa un coup de chapeau to kosenga na ko eloko moko ko kipete ezala ba oyo bazana famille politique et affection to Tshisekedi bazali ona pour ko détourner plutôt mon solo ya l'état et sengeli ko dénoncer bango ko banga te parce que bato bazali na UDPS bato bazali na union sacrée ba ministre o to pe ba dejo bango yiba mbongo à l'état moya ko dénoncer bango te Jules Lingete biso ba pantseko to asimala yo et sengeli o dénoncer bango ba o ba ko yiba mbongo à l'état et sengeli o dénoncer bango parce que mbongo na biso Congo jamais to ko izaka na sima mbongo mutu kingani ayiba ki mbongo mutu kingani a détourner ki somme belé Congo ko tambo malamu te parce que mbongo wana o bango ba ko détourner eza wana pona kotongela bana ba etelo eza wana pona kotonga banzela eza wana pona ko contribuer pona avancement ya mboka na biso Congo vraiment longonya na Jules Lingete parce que yo ndima ko sona ba pandisango liboso tonde ko mona kaka Jules Lingete akokanga bikanga kanga akofunda bikanga bifunda funda lelo to comprendre que mosala na yo okosala mosala malamu parce que batu bazaki avant yo n'importe quel chef kabila kabange ba geraka IGF to ebaka IGF te lelo ata mwana 5 ans soko tunie Jules Lingete akoyebisa que Jules Lingete asa moto oyo azokanga bato bako yiba mbonga l'état IGF faisait sika oyo bato so ba yibi mbonga l'état bako interpeller bango na IGF vraiment longonya na yo wana ezaki ba pandisango ya mboka na biso Congo ya Kinshasa bazaki wana basonaki na Jules Lingete kolobe ko laksake mboka na biso Congo soki o détourner mosolo ata alikuta soko yiba ko interpeller na IGF okende ko samba lokwa Vitel Kamera sambaki o samba lokola matata mponyo ako samba lokola moto nyoso ako détourner aron ya mboka Congo ako samba. Merci vraiment bonne action de partout à travers ma chaîne de YouTube to ko toujours bon s'abonner massivement bon aimer bon partager ma vidéo namso. Merci na Junior Mboya avec moi sur ma caméra. Merci na mon vieux David Oliton faisant des caractères depuis France Jean Paris Talapamba JB professeur social depuis États-Unis. Ngala no soki nzamba zongi te tokutani na mikolo zali koya. Bye.